tous les ministères ont été impliqués, le ministère des Finances, le ministère des Budgets, vous prenez le ministère des Sports à travers la fédération qui concocte, et vous prenez aussi le ministère de l'Information et de la Communication. Oui. Et le président a eu raison de mettre des jeunes. Quand je prends en tout cas le ministère en charge de la Communication, c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui connaît, c'est un produit de la maison. À la passation ou à l'installation, on n'a pas besoin de dire venez, je vais vous montrer le plateau de la télé, venez, je vais vous montrer ça, cela. C'est lui qui montre à ceux qui sont venus parce qu'il connaît, et c'est pour ça qu'il faut mettre quelqu'un qui connaît. Et je crois, merci au ministre Fana Souma qui a diligenté, et je pense toutes les demandes au niveau, en tout cas, du service des sports qui passe à la direction générale de la RTG. Et ça aussi, quand vous mettez les dames, vous vous rendez compte que la femme, quand elle a un poste de responsabilité, elle assume en y mettant même la manière avec élégance. Quand vous arrivez dans le bureau de la directrice, même quand vous êtes fâché, vous ressortez content parce que le fait déjà de vous accueillir, vous ne ressortez jamais avec le visage froissé, pincement au cœur, regretter pourquoi je suis venu lui poser le problème. Le sourire, la façon d'écouter et puis de régler, ça vous rassure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une équipe dynamique du service des sports qui accompagne ce mouvement. Et vous venez au ministère des Sports, les fédérations se battent. Mais là également, vous voyez, ceux qui voyagent avec les équipes du ministère des Sports, quand vous arrivez là, les comptables, généralement, c'est eux qui ont l'argent. Mais vous le voyez dans la restauration collective, c'est eux qui viennent prendre le petit déjeuner, ils se transforment en serveurs ou je ne sais pas. Donc toute cette disponibilité-là hors du pays, c'est pour donner une autre image. Imaginez, par exemple, cette délégation qui est partie, il y a environ 250 personnes. Vous mettez les joueurs de côté, mais c'est une délégation cosmopolite. Vous retrouvez tout le monde. Vous avez les journalistes, vous avez les supporters, vous avez... J'ai même vu à la Coupe d'Afrique des Nations, on dit Blo là, il y a un représentant, toute la Guinée, chaque préfecture, etc. Donc cette vision-là, c'est le général Mamadi Doumbouya, ministère des Finances, tout le monde se lève. Donc c'est une Guinée nouvelle, new look, dans la refondation. Et je pense que nous devons se réjouir du fait qu'aujourd'hui, le climat est favorable. Et d'ailleurs, c'est parce que cela est favorable qu'on a eu ces droits de retransmission. Depuis que le CHAN a commencé, les téléspectateurs ont eu droit à tous les événements. Oui, oui. 43 matchs qui ont été diffusés, le 44e c'est aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture, actuellement la cérémonie de clôture, tout ça. C'est parce que l'État a payé les droits de retransmission. Il y a des pays qui n'ont pas payé, il y a des pays qui ne doivent pas avoir. Mais tout ça, on donne la possibilité à la jeunesse guinéenne, aux citoyens guinéens, aux Guinéens tout court, partout où ils se trouvent, parce que la RTG est suivie au-delà du continent africain, un peu partout, et d'être fiers. Le rouge, jaune, vert, nous le défendons. Donc merci à nos autorités pour toute vraiment cette attention particulière, surtout pour le sport guinéen. Merci aux autorités, merci à l'État guinéen. Nous allons continuer. Mamadou Yaya et Doyen Ndiaye étaient tout à l'heure en train de souligner les efforts du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, mais aussi de tout le gouvernement guinéen. Oui, absolument. Si nous vivons cet événement en Guinée et nous faisons vivre les téléspectateurs depuis le début de cette compétition, depuis le coup d'envoi jusqu'à la finale, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui finance. Oui. Donc il y a un gouvernement derrière qui finance. Le gouvernement, il a dit, ce signe blanc pour financer les événements sportifs. Ça veut dire que le gouvernement a compris que le sport en général, c'est un facteur d'unité et d'union. Donc à travers le sport, on peut développer un pays. Il y a des pays qui se sont développés à travers le sport. Oui. Alors je crois que les autorités ont compris cela. Donc ils en ont fait une priorité. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc à travers le financement de la retransmission, d'abord il a dit les images. Oui. Les images coûtent très cher, donc c'est à payer. Il ne faut pas que les gens pensent que les images c'est la CAF qui donne ou la FIFA. Non, c'est le pays qui achète. Donc, et c'est
Et c'est en dollars, hein, c'est pas un franc guinéen. Donc ça fait beaucoup d'argent. Donc pour ça, vraiment, nous remercions le gouvernement à travers le ministère des Finances, le ministère de la Communication et tout le monde d'ailleurs, et le président de la République pour avoir vraiment pensé à mettre cela en place. Et puis la RTG aussi, la direction de la RTG. Donc je crois que franchement, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Ça, je crois que c'est depuis toujours, hein, franchement. Alors, moi, j'ai un plaidoyer à côté de remerciements. Je voudrais inviter le gouvernement à dater un peu les pas par rapport à la finition de nos stades, parce que nous jouons toujours à l'extérieur du pays. Donc ça ne fait pas forcément honneur à notre pays. Donc je sais que depuis 1958, on peine encore à avoir un stade opérationnel qui réponde aux critères de la CAF. Donc je crois que le financement est fait, les travaux avancent à grands pas. Donc il faut hâter le pas pour qu'on puisse désormais jouer à domicile. Parce qu'il y a beaucoup de matchs qu'on a perdus. Si c'est à Conakry, je crois que cela n'aurait pas arrivé. Donc franchement, je crois que encore une fois, merci. Et puis voilà, bon courage. Voilà, bon, merci. Je voulais juste préciser, hein, quand vous arrivez aujourd'hui au stade du 28 septembre, pour celui qui connaît ce stade historique du 28 septembre, vous arrivez là, c'est un ouf de soulagement. Les travaux avancent à grands pas. Ouais. Et le souci aujourd'hui du président, du ministre des Sports, du Premier ministre, de tout le gouvernement, et même du citoyen lambda dans mon village, c'est de voir aujourd'hui le Sili national A et les autres jouer aujourd'hui en Guinée, avoir un palais des sports omnisport, bon, à l'image de Arena Dakar, Arena Kigali, etc. Là, la volonté politique existe. Je suis sûr que dans un bref délai, nous aurons ce stade-là qui répond aux normes et le Guinéen va communier avec ses joueurs et inversement. Vous venez au stade général Lansana Conté, vous voyez aussi là les travaux gigantesques qui sont engagés pour que ce stade réponde aux normes. Donc, dans un bref délai, nous aurons deux stades. Et ce qui est sûr, c'est une priorité, parce qu'autrefois, ce stade général Lansana Conté est resté longtemps dans cet état. Il a fallu maintenant que le gouvernement, sous la direction du président de la République, prenne les choses en main, et bientôt on aura un stade qui répond aux normes. Donc à Conakry seulement on aura un stade. Donc je dis, cette volonté-là, il faut la saluer, parce qu'avant le stade était tel qu'il était. Maintenant que les choses évoluent favorablement, à un moment donné, vous arrivez au stade, c'est comme si vous étiez au cimetière de Cameroun. Vous n'entendez aucun vrombissement, aucune... Mais maintenant, allez-y, vous vous rendez compte que bientôt, chaque jour qui passe, je peux même dire chaque minute qui passe, c'est un pas de plus sur le plan de l'espoir, mais aussi de la réalisation, parce que c'est visible. Donc les efforts sont faits. C'est l'occasion aussi de dire merci à tout le monde, hein, parce que même ce planton qui prend une brique qui pose là, il fait partie de cette œuvre-là. Donc merci à toutes les personnes, surtout anonymes qu'on ne voit pas, mais qui font un travail de fourmi. Et c'est eux, en fait. Les acteurs de l'ombre ou sous l'ombre. Voilà. Merci Oumar Ndiaye, merci également à Mamadou Yaya Diallo. Nous allons rester dans ces registres de remerciements. On va encore continuer à remercier les autorités du pays. Et comme vous le savez, une pensée positive d'ailleurs orientée vers notre collègue, notre confrère Daoudaba, qui a été victime d'agression barbare entre guillemets. Et les faits parlent, Oumar Ndiaye. Oui, quand j'ai appris, d'abord j'étais stupéfait, ému. Et alors quand j'ai vu les images, la main sur le Coran, j'ai versé des larmes. Parce que je dis, c'est une barbarie d'une rare cruauté. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas tenter d'ôter la vie à un paisible citoyen exemplaire qui revient du boulot. Et puis sur le chemin de retour, paisiblement,
son seul tort, si c'est un tort, c'est d'emprunter une route qu'on appelle la route Le Prince, et qui se retrouve à un moment X. Une autoroute. Voilà, on se retrouve à un point appelé Bomboli où des manifestants sont là. Il y a soi-disant manifestants. Voilà, je dis, ça ne doit pas arriver. Aujourd'hui, si cela n'était pas arrivé, Daouda Ba se serait retrouvé à ma place ici, ou à votre place, ou à la place de Yaya, etc. Parce qu'on le veuille ou non, on peut ne pas l'aimer. D'abord, c'est un garçon naturellement respectueux, mais très combatif, très dégourdi, qui a des ambitions, et puis talentueux, exemplaire, et qui maîtrise son sujet. Donc, s'attaquer à des personnes exemplaires de ce genre-là, et puis dans un domaine où on est obligé d'informer, de former, de sensibiliser, d'éduquer, de passer, parce que le rôle de journaliste, il est essentiel, c'est vrai. Vous vous attaquez des gens sans loi ni foi, c'est affreux. C'est affreux, ça ne doit pas se passer, ça ne doit pas se passer et ça ne doit pas rester impuni. Je souhaite que les investigations mènent tous ceux qui se sont engagés sur la bonne piste pour mettre main sur ces individus et puis que le châtiment soit exemplaire pour que plus jamais ça, en tout cas en Guinée, quelle que soit la portion du territoire guinéen, entre nous Guinéens, la fraternité, la confraternité, l'amitié, la solidarité ne nous amène pas à agir de cette façon. Parce que même quelqu'un qui est tombé du ciel, il n'appartient à aucun continent, à aucun pays. Il n'en ni père ni mère, donc il tombe du ciel, il ne peut pas agir de cette façon-là. Donc toutes nos pensées positives, à Daouda Ba, nous le souhaitons prompte guérison. Et là aussi, il faut dire merci encore aux autorités guinéennes. Il a été agressé lundi, et je crois les 48 heures ou 24 heures, il a été évacué. Le ministre de la Communication et de l'Information, encore M. Fanasouma, le ministre des Finances, je crois ceux de la Coopération, le Premier ministre, le Président de la République. Donc, dans une synergie, comment je puis appeler ça, gouvernementale, une complémentarité, je cherche le mot qu'il faut d'ailleurs, donc une sorte de soudage interministériel. Ils se sont levés et l'État encore a dit oui, des citoyens comme ça, partout où il y a un problème qui touche un Guinéen, on en fait notre problème, notre priorité, et fort heureusement notre ami aujourd'hui a été évacué. Une fois encore, nous le souhaitons prompte guérison et on souhaite quand même que les enquêtes mènent sur voilà la bonne piste pour que tous ceux qui sont impliqués, reconnus coupables, pas même coupables, instigateurs, parce que parfois il y a des complices. Et puis on attaque un citoyen, les gens sont assis. Personne ne peut venir porter secours. Et puis c'est à 17h, ce n'est pas à 22h, ce n'est pas dans une ruelle pour dire non, il sort d'une boîte ou non, on l'a retrouvé dans des quartiers impraticables. La grande route, à 17h, on agresse un citoyen, les gens sont assis. C'est quand le mal est commis, le gars est à l'agonie, maintenant on vient dire non, qu'on nous va dire, non mais c'est... Même toutes ces personnes-là, on doit pouvoir les très pitoyable, Oumar Ndiaye. Je vais me tourner vers Mamadou Yaya Diallo, à vous laisser parler. Je sais que ça fait mal. Tout le mal que vous ressentez. Mamadou Yaya Diallo, notre collègue Daouda Ba, a été violemment agressé, de manière barbare d'ailleurs, sur l'axe. Et aussitôt, l'État a signifié sa présence à travers une solidarité gouvernementale. Aujourd'hui, Daouda Ba est en Tunisie, il a été évacué. Oui, j'ai de la peine à prendre la parole pour parler de ce sujet. J'ai pu dire que je suis scandalisé, même estomaqué. Daouda Ba, qui revenait d'une journée de labeur, il est arrivé, c'est-à-dire au mauvais endroit et au mauvais moment. Peut-être c'est son seul crime. Alors, vous appelez manifestant, moi je n'appelle pas ça manifestant. Il faut qu'on dise les mots tels qu'ils. Parce qu'un manifestant, c'est un groupe de personnes qui sortent dans les rues avec des revendications et des pancartes.
Mais quand c'est des individus mal intentionnés qui sortent avec des gourdins, des couteaux, des cailloux, ça, ce sont des loupards. C'est pas une manifestation. Ah oui. Pas du tout. Alors, c'est ce qui est arrivé à Daouda. Il ne mérite pas ça. Ah oui. Journaliste de son État qui sert la nation. Syndicaliste de surcroît. Et qui revenait du boulot. Qui revenait du boulot à 17h. Président d'une fédération Cela sportive. Pouvait arriver à tout le monde. Y compris nous qui sommes aujourd'hui ici. C'est-à-dire, je me dis que tout le monde est en sursis. Tout le monde. Donc cela relance le débat sur la sécurité. Je pense qu'il faut encore mettre beaucoup de moyens. Parce que c'est Daouda qu'on voit. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui sont handicapés à vie. Oui. Parce que tout simplement, ils ont été attaqués. Attaqués, ils reviennent du boulot. Donc je pense que ça pouvait arriver à n'importe qui. Parmi nous, nous remercions le gouvernement avec la promptitude avec laquelle il a agi pour évacuer notre collègue Daouda, confrère pour d'autres, en Tunisie. Aujourd'hui, il est alité là, il reçoit ses soins. Alhamdulillah, parce que le pire pouvait arriver. Oui. Parce que moi, je me dis que l'intention, c'était pas de le blesser, c'était de le tuer. C'était de le tuer. Il a eu la baraka, il a eu la vie sauve. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est une barbarie de notre inimaginable. Hein? Inimaginable, incroyable. Aujourd'hui, il est handicapé, parce que quand vous perdez un œil, oui. Vous êtes handicapé. Handicapé. Il ne mérite pas ça, Daouda. Personne ne mérite ça, d'ailleurs. Mais, bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, chers téléspectateurs, merci d'être en compagnie de la RTG. Notre mission est de vous servir et surtout de vous servir dans les règles de l'art. Oumar Ndiaye, Mamadou Yaya Diallo, Kamano Aboubakar sur ce plateau pour vous parler de cette grande finale. Merci aux autorités guinéennes, merci au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à son premier ministre, à tout le gouvernement guinéen, mais aussi et très particulièrement au ministre de la Défense nationale, qui est moi, mon ministre, il faut l'accepter. Mamadou Yaya, il faut l'accepter avec moi. Merci à tous les compagnons d'armes dans les casernes militaires de Conakry et de l'arrière-pays sur ce plateau. Et Oumar Ndiaye, vous avez remercié la RTG. J'appuie ce remerciement. Bravo à la RTG, parce que ce magnifique plateau a été remercié, même par ceux qui regardent ce chant Mamadou Yaya. Oui. Ah oui, bon, je crois qu'il y a eu du travail. Une synergie d'action entre la direction et le service des sports. Le service des sports, je crois qu'on n'a manqué de rien pour retransmettre ces matchs. Avec les chefs dynamiques, le coup d'envoi, voilà, depuis le coup d'envoi jusqu'à maintenant, là. Aujourd'hui, c'est la finale. Je crois que la direction de la RTG a mis accompagné par des commandos de la technique. Les bouchées doubles, les techniciens. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, voilà, ça, c'est les agents de l'ombre. Oui. Et cette fois-ci, Mamadou Diallo, avec un cachet spécial, ces techniciens ont prouvé que réellement, ils viennent d'un centre militaire. Parce que ça se sent dans l'action et dans la réaction. Ah oui, vous êtes militaire, quand vous le dites, je ne vais pas vous contester. Voilà, maintenant nous allons aborder le sujet du jour, Oumar Ndiaye. Parlons à présent du championnat d'Afrique des nations de football. Dans sa 8e édition, je le disais tantôt, 19 pays ont pris part à cet événement et plus de 466 joueurs étaient là pour plus de 800 professionnels des médias. C'est un événement franchement grandeur nature. Oui, pour le championnat d'Afrique des Nations, après les éliminatoires, vous vous retrouvez avec ce que l'Afrique a de meilleur par zone. Parce qu'au niveau de notre zone, on vous dira oui, il y a la Guinée, il y a le Sénégal. L'important, c'est qu'aujourd'hui, ce CHAN-là fait que chaque zone est représentée. Ce n'est pas des éliminatoires, on fait un tirage. On vous dit, bon, la zone Ouest A
vous avez votre qualifié, la zone ouest B. Vous avez votre qualifié, la zone de l'Afrique centrale a ses qualifiés, le nord a ses qualifiés. Donc vous retrouvez toute l'Afrique, en tout cas en phase finale. Aujourd'hui, c'est 19 pays, ou cette année, c'est 19 pays qui ont participé. 17 sont partis. Il ne reste aujourd'hui que 2, y compris les 3 pays co-organisateurs. Donc c'est une compétition, c'est ce que l'Afrique avait de meilleur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu droit à des matchs alléchants, très intenses, alléchants, des grands matchs, et des matchs qui n'ont rien à envier par comparaison à une Coupe d'Afrique des Nations qu'on a vécu tout dernièrement, par exemple en Côte d'Ivoire et bien avant. Donc c'est des matchs de haut niveau. Vous vous rendez compte que dans les pays, le championnat se joue, même si ce n'est pas le même niveau, mais dès qu'il est question d'un pays contre un autre, la fibre patriotique, vous voyez l'engagement, tout le monde y met du sérieux, même ceux peut-être qui n'ont pas le niveau, ils essaient de se surpasser, et ce qui fait que les matchs rarement, en dehors de certains matchs où il y a eu du sens unique 4-0, vous voyez, c'est les prolongations, c'est les tirs au but, c'est de 0-0, c'est 1-1, c'est serré. Il n'y a pas eu en tout cas une équipe qui a baissé les bras ou qui a jeté l'éponge avant même la fin des 90 minutes ou de prolongation. Donc c'est un chant sur le plan technique très appréciable, et d'ailleurs les experts de la CAF se sont retrouvés et ils ont dit que c'est l'une des meilleures compétitions sur le plan technique en tout cas. Mamadou Diallo, un mot sur cette partie également, le chant. Oui, de façon globale, il faut féliciter la CAF d'avoir initié cette compétition, parce qu'aujourd'hui, cette compétition donne l'occasion aux joueurs qui évoluent dans les différents championnats d'Afrique de compétir et de prouver leur talent. Si vous prenez par exemple la dernière édition, le Sénégal qui a pris le championnat d'Afrique des Nations. Prenez l'équipe sénégalaise aujourd'hui qui est venue à cette 8e édition. Il n'y a qu'un seul qui avait participé à la dernière édition. Tous les autres sont partis parce que c'est une aubaine pour les joueurs qui compétissent, parce que des recruteurs sont là, ils observent, ils regardent, ils recrutent. Donc je crois que c'est un tremplin pour les différents championnats. C'est aussi une façon de jauger les différents championnats. Même le Sili national, qui n'a pas pu se qualifier en quart de finale, il y a eu 2 du Sili national qui ont été appelés en équipe nationale A. Ça, c'est pas rien. Donc, je pense que l'initiative est très, très bonne. Vous l'avez dit, la compétition a été d'un niveau franchement technique appréciable. Ça peut même rivaliser avec la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Nous avons suivi des matchs électriques, nous avons suivi des matchs franchement très intéressants, qui ont émerveillé tout le monde. Donc parfois tu as du mal à croire que c'est des jeunes qui jouent dans les différents championnats. Tu vas penser à des professionnels. Donc je pense que de façon globale, ça a été une réussite, même si l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a toujours des choses à améliorer. Je crois que les 3 pays co-organisateurs sauront tirer les leçons, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour améliorer davantage, parce que vous savez, les 3 également doivent organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un apprentissage pour moi, un apprentissage qui a réussi. Donc je crois qu'il faut féliciter les 3 pays, franchement. Voilà, féliciter la CAF, mais aussi les 3 pays co-organisateurs, Oumar Ndiaye, parlant de l'aspect organisationnel. Nous allons toujours continuer. On a suivi un grand format. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de remercier nos envoyés spéciaux du côté du Kenya, de la Tanzanie, mais aussi de l'Ouganda, qui ont abattu un travail énorme. On a vu, ils se sont intéressés à tous les secteurs, à tous les aspects concernant l'organisation de ce match. Franchement, j'ai aimé ce grand format de nos envoyés spéciaux. Oui, vous savez, c'est devenu une tradition. Aujourd'hui,
quand le journaliste émérite et talentueux du service des sports, accompagné de tous les autres techniciens, se retrouvent pour un événement, ils font ce qu'on appelle le pas à pas. Oui. Il y a les coulisses, il y a des grands formats, etc. Et ils assistent aux conférences de presse, ils suivent les matchs, ils sont dans la zone mixte, ils sont à l'entraînement, et là où les supporters ils essaient de glaner les informations avec les autorités, c'est l'ambassade, c'est des Guinéens qui sont là. Donc c'est vraiment un reportage tous azimuts qu'ils font et ils essaient de nous faire vivre ce qu'un direct ne peut pas, parce que quand le match commence, les caméras c'est sur le rectangle de jeu, la tribune, même le président de la CAF, c'est peut-être 2 secondes on le montre et puis c'est fini. Oui. Mais maintenant, eux, ils nous donnent la possibilité de savoir comment l'équipe s'est entraînée, qui se porte bien, qu'est-ce qu'ils ont mangé, les chambres c'est comment, les supporters, oui, il n'y a pas de malades, la couverture médicale et même la sécurité, les entraînements, etc. Donc, tout ça, il faut être là. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une équipe mixte, pluri et multi, je ne sais pas. C'est territorial. Le travail à abattre, c'est énorme. Même les tables rondes, les émissions, tout ça, il faut être là. Et je crois, un bon Guinéen, un bon soldat, un bon reporter professionnel, ils ont vécu l'événement, ils l'ont restitué comme ils pouvaient, ils savaient, ils devaient le faire. Et je crois, chapeau pour eux. Et en tout cas, du courage. Je crois, après ce chant-là, c'est un bon apprentissage pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va venir, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'équipe était là, elle a pu améliorer et à chaque édition, vous avez de l'innovation. C'est ça l'importance d'avoir des jeunes. La jeunesse, c'est l'innovation. La jeunesse et l'innovation, chers téléspectateurs, vous êtes en direct de la RTG pour suivre l'intégralité de cette finale qui va tout à l'heure opposer le Maroc au Madagascar. Yaya le disait, le Maroc qui est dans cette finale, peut-être pour avoir son 3e trophée, 3e titre. Et puis l'équipe, la surprise de ce championnat d'Afrique des Nations, Yaya le disait, c'est le Madagascar. Yaya, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parlant des statistiques, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce champ? Oui, quand vous me parlez de 83 buts marqués en 43 matchs, je ne sais pas si c'est les attaquants qui sont prolifiques ou si c'est les défenseurs qui sont, qui sont moins lotis. Mais je vois que ça marque beaucoup. Ça marque beaucoup. Il y a des équipes qui ont beaucoup marqué dans cette compétition. Le Maroc, par exemple, a marqué 10 buts, carrément. Madagascar, c'est 7 buts marqués. Donc je crois que, franchement, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Oui, 156 cartons jaunes. Je crois que c'est un peu un excès d'engagement. Et bon, ça se comprend. Parfois, il y a des matchs, donc c'est compliqué. Donc les joueurs prennent facilement des cartons, même si parfois c'est des cartons inutiles. Mais on le voit. Donc, grosso modo, franchement, moi, cette compétition m'a émerveillé encore une fois. Oumar Ndiaye, de manière détaillée sur les statistiques, à commencer par les quarts de finale, d'abord la phase de poule, les quarts de finale, demi-finale, et puis la petite finale. Bon, peut-être un peu de mots. Je peux dire, après le premier tour, après le premier tour, quand vous prenez les 3 poules où il y a 5 équipes, ça vous fait 30 matchs disputés. L'autre poule où il y a 4, ça fait 36 matchs disputés. Et ce qu'il faut noter, c'est que les 3 pays co-organisateurs sont sortis chacun premier de sa poule pour se qualifier. C'est la première leçon. Oui. Et puis, certains favoris aussi se sont retrouvés devant. Vous prenez l'Algérie, vous prenez le Maroc, etc. Donc, pratiquement, première leçon, c'est le fait que les 3 pays co-organisateurs ont terminé premier chacun de sa poule et s'est qualifié pour le 2e tour. Ça, c'est la première leçon sur les 36 matchs. Maintenant, les quarts de finale, ça, c'est 4 matchs. Et vous avez vu, les quarts de finale, ça n'a pas été du couteau dans du beurre.
il y a eu tir au but, il y a eu prolongation. Et ce qui fait que c'est des matchs très, très, très serrés. Et là également, c'est le départ des 3 équipes, des 3 pays co-organisateurs. Qualifiés au premier tour, ils ont été tous éliminés en quart de finale. Donc, ce qui fait que cette ambiance qu'on aurait pu retrouver en demi-finale des stades archi pleins, cela s'est évaporé. Mais quand même, c'était sans surprise, parce que le simple fait d'organiser, et puis de passer le premier tour, terminer premier, si vous perdez 1-0, vous perdez au tir au but, ou vous perdez dans les dernières minutes, c'est aussi un mérite, et je crois ça s'expliquerait aussi par le fait que ces équipes en pareille circonstances, les matchs à élimination directe, pour un pays organisateur, vous êtes coincé entre marteau et enclume. C'est-à-dire, vous avez peur de perdre, vous voulez gagner. Et parfois, la pression est telle. Vous levez la tête, vous voyez ce public qui vous harangue. Sur le terrain, vous êtes à force égale avec l'adversaire ou parfois même qui vous domine. Ce n'est pas facile de se retrouver et d'avoir à 100% ces réflexes. Ce qui fait que vous prenez le Kenya au tir au but, malgré qu'ils étaient devant. D'abord, c'est eux qui marquent les premiers, on égalise, on commence les tirs au but. Sur les 2 premiers tirs, c'est eux. Et patatras, quand un seul a raté, celui qui est venu, il a raté. Vous prenez le Maroc qui gagne sur une pichenette, etc. Donc, c'était prévisible en grande partie. Donc, en demi-finale, on a retrouvé le Maroc. Ça, c'était sans surprise, hein. Le Sénégal, c'était sans surprise. Peut-être qu'on va me dire Madagascar et Soudan, c'est des invités surprises, mais déjà à 50% que le Sénégal, détenteur du trophée, se retrouve à ce stade de la compétition, que le Maroc, double détenteur, bon, ils n'ont pas été en 2022 en Algérie pour des problèmes. Les 2 équipes, Madagascar et Maroc, étaient dans la même poule. Bon, on a mis 3-0 parce qu'il fallait mettre les 3-0, le Maroc n'était pas là. Donc ces 2 équipes se retrouvent là. Je pense que ce n'était pas une surprise. Et même, je dis bien, le Soudan. Soudan, 3 fois 3e, et Madagascar, première participation, 3e. L'équipe se retrouve là. Moi, je crois, ça, c'est bien mérité. On ne pouvait pas avoir, en tout cas, un quator mieux ou plus loti que le détenteur, le double vainqueur, puisque la RDC est partie. Oui. Les équipes qui ont été 3e. Donc, sincèrement, c'est la crème de cette compétition. Maintenant, en demi-finale, Madagascar surprend. Parce que quand vous jouez près de 40 minutes à 10 et vous arrivez à 4 minutes de la fin à se qualifier, et puis de la plus belle manière, il n'y a pas de plus mérité que ça. Même si on s'attendait au Soudan, mais voilà. Maintenant, le Sénégal, vous avez la coupe, vous avez devant le Maroc, vous partez, les Sénégalais qui marquent, les Marocains qui égalisent, ils font jeu égal avec des occasions parfois ratées, c'est vrai, et les Marocains qui créent beaucoup de fautes. C'est la seule équipe avec 14 cartons jaunes sur 5 matchs. Donc c'est un peu compliqué. Vous arrivez au tir au but, c'est un peu, comment je puis appeler ça, le sort du Sénégal. Parce que le Sénégal, avec les tirs au but, vous voyez en CAN féminine, tir au but, l'équipe part. Vous voyez l'équipe senior, tir au but. L'équipe des U20, tir au but. Les U10. Donc, c'est un peu dans la tradition. Le Sénégal a tremblé et le Maroc a été beaucoup plus adroit avec beaucoup plus de précision, 5 tirs sur 5 réalisés. Donc, au fait, même avec ce ratio-là, 5 tirs 5, si vous passez, l'adversaire qui a raté n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Donc là aussi, c'était notre mérite. Maintenant, Madagascar, c'est un autre mérite. Donc, au fait, ce n'est que la logique. En tout cas, moi, à mon avis, c'est ce qu'on pouvait avoir en fonction des résultats depuis le début de la compétition. Voilà, Oumar Ndiaye, Mamadou Yaya Diallo, avant de continuer, il faut préciser que la CAF, cette fois-ci, a renforcé la fourchette budgétaire. On est monté à 10,4 millions de dollars US et puis une augmentation de 32%
comparativement à la précédente édition, la 7e édition bien sûr. Et également le gagnant aura 3,5 millions de dollars, le finaliste aura 1,2 million de dollars, la 3e place 700 000 dollars et la 4e place 600 000 dollars. Toutes les équipes qui ont participé à la phase, je vais parler des quarts de finale, chacune de ces deux équipes auront environ 450 à 500 000 dollars et toutes les équipes, les 19 équipes qui ont participé, chacune de ces équipes aura 200 000 dollars. Ça veut dire que la CAF a mis du paquet, Mamadou Diallo. Oui, bon, je crois que là également, il faut féliciter la CAF. Peut-être que certains me diront que je félicite trop la CAF, mais franchement, ça mérite d'être dit parce qu'à côté de l'aspect technique du football, le plan du jeu, il y a à côté l'aspect financier. Donc, qu'il ne faut pas négliger, c'est encourageant quand vous participez à une compétition de ce genre. On l'a dit en préambule ici que les États se saignent à blanc pour financer. Oui. Donc, ça ne peut pas compenser tout le financement d'un État. Un État reste un État quand même. Mais ça galvanise quand même. C'est encourageant d'aller à une compétition et de revenir avec quelque chose. Donc, même si l'objectif, ce n'est pas ça, c'est d'avoir la coupe avec l'honneur qui va avec. Mais je crois que là également, la CAF a marqué des points, il faut le dire. Alors, maintenant par rapport au premier tour, le Sénégal par exemple, je crois, si ma mémoire est fidèle, c'est la première fois qu'une équipe détenteur du trophée arrive en demi-finale. C'est la première fois. Oui. Donc, cet aspect-là mérite d'être souligné. Mais il y a une équipe, moi, qui m'a agréablement surpris, le Soudan. Oui. Vous savez que le Soudan n'a pas un championnat. Le Soudan joue le championnat en Mauritanie, si je ne me trompe. C'est Al-Mérique et puis Al-Hilal qui joue dans le championnat mauritanien. Alors, l'équipe est composée de ces deux clubs. Donc, quand l'équipe-là arrive à ce stade de la compétition, il faut féliciter cette équipe, franchement. Et c'est une équipe joueuse, et elle a prouvé sur le terrain, sur le plan du jeu, rien à reprocher à cette équipe soudanaise. L'autre flop, c'est le Nigeria. Le grand Nigeria qui a été cartonné, franchement 4-0, je crois que c'est le plus lourd score. Ouais, il faut rappeler aussi en 2018, on les a battus 4-0 à la finale donc, avec le Maroc. Donc je pense que à ce niveau aussi, le Nigeria, franchement, ces derniers temps, est en deçà des attentes, il faut le dire. L'Algérie, vice-champion, qui arrive dans cette compétition, mais qui a été également en deçà des attentes, parce que tout le monde voyait cette équipe algérienne quand même en finale. C'était l'un des favoris de cette compétition. Donc, je crois que c'est des leçons à tirer, franchement, mais de façon globale, on a suivi une compétition, franchement, sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan organisationnel, qui nous a vraiment séduits. Omar Ndiaye, on va maintenant parler de la rencontre du jour. Maroc-Madagascar, un match très attendu, une finale qui est en train déjà de motiver, alors qui est en train d'afficher le niveau de détermination non seulement des supporters, mais aussi des joueurs. Oui, quand vous arrivez à une finale, déjà, vous savez, la racine c'est fin. Donc ça finit aujourd'hui. Et quand vous arrivez là, au terminus, soit vous avez tout donné, c'est vrai, vous avez tout donné pour être là, mais ce jour-là, vous donnez tout aussi. Il reste à savoir maintenant si il vous reste des réserves pour vous essayer d'être beaucoup plus motivé pour gagner. Ce qui est sûr, dans les deux camps, toutes les équipes sont déterminées. Donc, vous me permettrez juste de rappeler, parce que peut-être qu'on n'aura pas l'occasion, les équipes qui ont joué les finales, parce que c'est la 8e. En 2009, c'est la RDC qui a battu
le Ghana 2-0 en Côte d'Ivoire. En 2011, la Tunisie a battu l'Angola 3-0 en Afrique du Sud. En 2014, Libye, Ghana en Afrique du Sud. C'était au Soudan, j'allais dire. La Tunisie a gagné au Soudan 3-0. En Afrique du Sud, Libye et Ghana, ils ont fait 0-0. Et il a fallu le tir au but 4-3. En 2016, la RDC a battu le Mali 3-0 au Rwanda. En 2018, le Maroc a battu le Nigeria 4-0 au Maroc. En 2020, le Maroc a battu le Mali 2-0 au Cameroun. En 2022, Sénégal, Algérie 0-0, tir au but 5-4 à Alger. Et c'est la 8e finale en 2025, Madagascar, Maroc. Ça veut dire tout simplement que ce soit aujourd'hui le Maroc, avec son statut de favori, gagne avec la manière 2-0, 3-0, ça se casse du côté de Madagascar. Ou alors on va se retrouver un match très équilibré où Madagascar joue sans complexe, parce qu'à ce stade de la compétition, quand vous arrivez là, vous vous dites, il y a la perche du destin qui m'est tendue et je dois pouvoir la saisir. C'est vrai que sur papier, tout le monde va dire, ouais, non, le Maroc, avec tous ces joueurs, avec le retour des deux dans l'axe central qui n'avaient pas joué les quarts de finale ou les demi-finales, on va se dire, oui, l'équipe maintenant est remobilisée, mais ça ne suffit pas d'être favori sur papier. Moi, a priori, je vois d'abord cette équipe malgache-là, qui donne l'impression d'une équipe, je ne dis pas complexe, difficile à maîtriser. J'ai même noté par endroits que cette équipe-là, elle a un style très fluide, avec des transitions très rapides. Elle sait exploiter les espaces laissés par l'adversaire. Mais c'est sa maîtrise technique qui impressionne. Parce qu'il joue avec des passes très courtes. Vous avez vu le but qui qualifie. Une seule passe à 3 et dans le couloir et c'est le but. Et des équipes comme ça sont difficiles à manœuvrer. Pour peu que les joueurs conservent le ballon, les Marocains sont obligés de commettre la faute ou de venir sur le porteur, soit dans un style de homme à homme ou alors un marquage de zone, parce qu'ils jouent le bloc entier. C'est malgache. Donc, à ce stade-là, voyons d'abord Madagascar. Bon, je ne vous oblige pas à voir Madagascar. moi, je vois cette équipe-là. Parce qu'elle a commencé par un match nul, battu par la Tanzanie, et après, c'est 2-0, RC, Burkina 2-1, Kenya 2-1, Soudan 1-0 à la prolongation, 7 buts marqués sur les 6 matchs, 4 buts encaissés, et je vous dis une victoire, un match nul, une défaite, c'est la première finale. Si vous prenez le Maroc a marqué 10 buts, mais a encaissé 4. Donc les deux défenses ont encaissé le même nombre de buts. Le Maroc a marqué plus de buts avec 3 buts de plus que Madagascar. Et là également, le Maroc a été battu par le Kenya. Ça, c'est un des pays co-organisateurs. Oui. Madagascar a été battu par la Tanzanie. C'est un pays co-organisateur. Et après, le Maroc a gagné 3-1 Zambie, 3-1 RDC, 1-0. Malgré que l'équipe a été battue par un pays co-organisateur, l'équipe a éliminé la Tanzanie qui co-organise. Et là également, il a fallu le tir au but face au Sénégal. Kenya aussi, il a fallu le tir au but pour que Madagascar. Donc chacune des équipes a été battue et a eu besoin de tirs au but. C'est extrêmement important. Le Maroc a été plus adroit 5-3 devant le Sénégal et Madagascar a été beaucoup plus adroit contre le Kenya 4-3. Donc si nous arrivons à ces épreuves de pénalty, les équipes sont habituées à ça, mais je compte d'abord sur la solidité, sur l'esprit d'équipe en bloc de cette équipe malgache qui va créer de sérieux problèmes si le Maroc ne marque pas en première position. Voilà, Mamadou Diallo, le Maroc pour le moment, qui vient comme étant favori sur papier, comme il le rappelait, avec surtout, il faut le noter, le meilleur buteur pour le moment se trouve dans l'équipe marocaine, le meilleur passeur également se trouve dans cette équipe, mais surtout il ne faut pas oublier les capacités de détente du gardien malgache
qui a fait 17 arrêts lors du premier tour. Oui, bon, c'était un match, moi je dirais piège pour l'Algérie. Le Maroc. Pour le Maroc, un match piège pour le Maroc. Vous savez, c'est des équipes, quand elles arrivent à ce stade de la compétition, elles vont jouer sans complexe. Il n'y a pas de pression, parce que le Maroc gagne et prenne le trophée pour la 3e fois, ça n'étonnerait personne. C'est le contraire qui va étonner. Alors, je crois que cette équipe malgache n'a pas fini d'étonner. Parce que quand vous regardez le parcours de l'équipe, c'est une seule défaite. Et contre le pays organisateur, la Tanzanie, 2-1. Voilà, Mamadou Yaya Diallo, Oumar Ndiaye, le plaisir a été pour moi de vous recevoir. C'est d'ailleurs un grand plaisir qui va continuer jusqu'à la fin des 90 minutes. Il est l'heure, les équipes sont déjà sur le rectangle vert pour les hymnes nationaux. Et puis, l'arbitre du jour va procéder, va donner le coup d'envoi. Après les 45 minutes, nous allons nous retrouver sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'était la première partie. Rien n'est encore fait. Retrouvez-nous sur ce plateau 45 minutes après et nous serons là pour vous servir. Merci et à tout à l'heure.